Je m'appelle Suzanne Francis. J'ai 29 ans. Quand j'en avais 21, mes parents m'ont assise à la table du dîner et m'ont annoncé qu'ils donnaient mon fonds pour mes études de droit à ma sœur aînée enceinte. 92 000 dollars. L'argent que ma grand-mère avait laissé spécifiquement pour mon éducation. Ma mère sourit et dit « Tu peux travailler. Cela forge le caractère. » Mon père n'a même pas scié. Il a juste dit « Ta sœur a plus besoin de nous. » Je ne pleurais pas. Je ne discutais pas. Je dis « D'accord. » Puis, j'ai serré ma mère dans mes bras et je suis montée à l'étage. À 20h56, mon téléphone s'est allumé avec une alerte de sécurité. Mon père essayait d'accéder au compte à ce moment précis, alors que j'étais encore dans la maison. Mais voici ce qu'il ne savait pas. 5 semaines plus tôt, j'avais déjà légalement déplacé chaque centime et les avais complètement exclus. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. C'était un dimanche, le 24 septembre 2017. J'avais conduit 2 heures et 18 minutes depuis Manhattan pour retourner à Stamford, Connecticut. J'étais à Columbia Law School depuis 3 semaines, m'adaptant encore à la pression, trouvant toujours ma place parmi des étudiants qui semblaient tous savoir exactement ce qu'ils faisaient. Ce matin-là, ma mère avait appelé. « Peux-tu rentrer dîner ce soir? Nous devons parler de quelque chose d'important. Amanda sera là aussi. » J'aurais dû le savoir, à ce moment-là. J'ai serré ma mère dans mes bras, comme si rien ne s'était passé. Son parfum, toujours le même White Diamonds qu'elle portait depuis 1998, se mêlait à l'odeur de rôti de bœuf qui flottait depuis la cuisine. Je sentis mon estomac se tordre, mais je souris. 2 heures et 18 minutes plus tôt, j'avais quitté Manhattan dans ma Honda Civic, le dossier bleu marine déjà caché sur le siège passager. À chaque kilomètre sur l'I-95, je rejouais le message que ma mère avait envoyé 4 semaines auparavant. Cet argent est pour la famille. Je me souviens avoir serré le volant si fort que mes jointures blanchirent. Je n'étais pas encore en colère. J'étais prête. Quand je suis arrivée dans l'allée à 16h15, les feuilles d'automne crissaient sous mes pneus, exactement comme quand j'avais 16 ans. La Camry argentée d'Amanda était garée de travers, comme toujours. Je suis restée dans la voiture pendant 30 secondes. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai murmuré à moi-même « Cela se termine ce soir. » Quand je suis entrée, Amanda était sur le canapé, les yeux rouges. Ma mère préparait le rôti de bœuf, le plat préféré d'Amanda, pas le mien. Et mon père n'était pas à sa place habituelle dans le salon. Quelque chose n'allait pas. Le dîner commença à 18h30. La conversation était superficielle, forcée. À 18h42, je remarquai que la bague de fiançailles d'Amanda avait disparu. Elle était fiancée depuis mars. À 19h03, mon père posa sa serviette. Ma mère prit la main d'Amanda, et mon père prononça les mots qui changeraient notre relation pour toujours. Ta sœur est enceinte de 5 mois. Jason a perdu son emploi. Le mariage est reporté. Elle a besoin d'aide. Il marqua une pause, puis il le dit. Nous avons décidé de transférer ton fonds d'études à Amanda. Pas demandé, décidé. Le fonds que ta grand-mère a laissé, 92 000 dollars. Cela couvrira les frais médicaux d'Amanda, l'aidera à se remettre sur pied, à aménager la chambre de bébé. Tu es déjà à Columbia. Tu peux contracter des prêts comme tout le monde. Tu peux travailler. Les frais de scolarité de Columbia Law s'élevaient à 65 874 dollars par an. Il connaissait ce chiffre. Il l'avait cherché. Ma mère intervint avec la rationalisation. Elle vint vite. Répétez, « Chérie, tu as toujours été si capable, si indépendante. Amanda ne peut pas travailler en ce moment. Elle est enceinte. Mais tu as des options. Tu peux travailler à temps partiel, contracter des prêts fédéraux. Cela forge le caractère. C'est ce que fait la famille. » Amanda pleurait. « Je suis tellement désolée, Suzy. Je ne voulais pas demander. Mais elle n'a pas refusé l'argent. Elle s'est juste excusée de l'avoir pris.
et je pensais à toutes les fois précédentes, au schéma que j'observais depuis des années. L'accident de voiture d'Amanda quand j'avais 9 ans, 6 200 $ de mon compte, son semestre universitaire qu'elle n'a jamais terminé, 18 600 $ envolés, son acompte de mariage qui a disparu, 8 500 $. Chaque fois. Amanda a besoin d'aide. Suzanne, elle, saura s'en sortir. Je me levai. Je n'élevais pas la voix. Je ne discutais pas. Je prononçais un seul mot. D'accord. Ils parurent choqués. Ils s'étaient préparés à une résistance. Ma mère commença. Oh, chérie, merci de comprendre. Je la coupais doucement. Puis-je être excusée? J'ai des lectures pour demain. Amanda dit. Merci, Suzy. Je te rembourserai un jour. Je le promets. Je ne répondis pas. Ma mère se leva et me serra dans ses bras. Une vraie étreinte, chaleureuse, comme toutes celles que nous avions partagées. Elle murmura « Je t'aime, chérie ». Je dis « Je t'aime aussi, maman ». Et voici ce que personne ne comprit. Je le pensais, je les aimais. Je les aime toujours. Mais l'amour et les limites ne sont pas mutuellement exclusifs. Je montais ces 14 marches en bois lentement, chacune grinçant sous mon poids, comme elle l'avait toujours fait. La maison sentait le rôti de bœuf et la tarte aux pommes, des odeurs réconfortantes qui, autrefois, signifiaient la sécurité. Ce soir, elle me semblait être un piège. En haut, je m'arrêtais devant la porte de mon ancienne chambre. La poignée en laiton était toujours lâche, comme elle l'était depuis mes 12 ans. Je la tournais doucement, me glissais à l'intérieur et la verrouillais. Le clic résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Je m'assis sur le bord du lit, sur la même couette bleue délavée que j'avais depuis le lycée. Mon ordinateur portable était ouvert sur le bureau, l'écran assombri. Mon téléphone reposait sur mes genoux. Je les entendais en bas, les assiettes qui s'entrechoquaient dans l'évier, la voix douce de ma mère demandant à mon père s'il allait bien, Amanda murmurant quelque chose à propos du bébé. Mon cœur battait à toute vitesse, non pas de peur, mais d'anticipation. J'ouvris de nouveau l'application Fidelity. Solde. 92 315 $ et 83 cents. Je murmurai à la pièce vide. C'est à moi. Pour la première fois de ma vie, ces mots sonnaient justes. Pas seulement légalement, mais émotionnellement. Je n'étais plus le plan de secours. J'étais le plan. La première alerte arriva à 8h56 et 2 secondes du soir. Mon téléphone vibra contre ma cuisse, comme un coup de semonce. Je l'ouvris immédiatement. Tentative de connexion non autorisée détectée. Appareil P, C, Windows non reconnu. Localisation. Stamford, Connecticut. Adresse IP 192.100, 68.1.105. C'était le réseau domestique, l'ordinateur de bureau de mon père, dans le bureau, à 10 pieds en dessous de moi. J'entendis le léger cliquetis des touches à travers le plancher, lent au début, confiant, puis plus rapide, frustré. Il marmonna quelque chose que je ne pus saisir. La voix de ma mère monta. « Qu'est-ce qui ne va pas, Vincent ?»« Rien, les mots de passe ne fonctionnent pas. » Je souris dans l'obscurité. Un sourire petit, tendu, satisfait. Il essaya de nouveau. Alerte numéro 2, à 8h57 et 41 secondes du soir. Deuxième tentative de connexion échouée. Mot de passe incorrect. Tentative restante. 1. Le cliquetis s'arrêta. Silence. Puis la chaise fut repoussée. Des pas, lourds, se dirigeant vers les escaliers. Mon pouce accéléra, mais je restais immobile. Je comptais ses pas. 1, 2, 3. Il s'arrêta à mi-chemin. Puis, la voix de ma mère, plus vive à présent. « Vincent, qu'est-ce que tu fais ?» Il ne répondit pas. Les bruits de clavier reprirent en bas, plus lents, plus délibérés. J'entendis littéralement la chaise grincer lorsqu'il se leva. La voix de ma mère se brisa. « Vincent, qu'est-ce qui se passe ?» J'imaginais son visage prendre la teinte exacte de rouge dont je me souvenais de la nuit
où Amanda avait eu son accident de voiture en 2005. Mon téléphone vibra de nouveau. Alerte numéro 3. À 8h59 et 28 secondes du soir, la dernière alerte arriva. Verrouillage de sécurité activé. Accès au compte restreint pendant 24 heures. 12 secondes de silence. Puis, il fut bloqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Le compte, il dit « Je vais les appeler ». Il était 9h01 du soir. Le service client de Fidelity fermait à 9h le dimanche. Je l'entendis composer le numéro quand même. La voix automatisée, la frustration dans sa réponse, puis des pas rapides, se dirigeant vers les escaliers. La voix de ma mère, plus douce. Peut-être que Suzanne sait quelque chose? C'est elle la titulaire du compte maintenant, n'est-ce pas? Depuis qu'elle a eu 21 ans. 5 secondes de silence absolu. Puis, la voix de mon père, différente à présent, froide. Elle est quoi? Quelque chose frappa durement le bureau, des papiers s'éparpillant. Puis il hurla dans l'escalier. Suzanne, descends ici tout de suite. Je me levai, lissai mon jean, me dirigeai vers la porte. Je comptai jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis, j'ouvris la porte et descendis, calme et posé. Lorsque j'atteignis la salle à manger, mon père se tenait debout, le visage rouge. Ma mère semblait choquée. Amanda se tenait figée dans l'embrasure de la porte. L'écran de son ordinateur brillait. Compte verrouillé. Qu'as-tu fait? Je gardais une voix égale. Je ne comprends pas la question. Le compte, je ne peux pas y accéder. J'ai changé le mot de passe le 22 août. Tu ne peux pas juste... J'ai eu 21 ans le 15 août. Papa, au Connecticut, la tutelle UTMA prend fin à 21 ans. Le compte est légalement devenu le mien, alors oui, je le pouvais. La voix de ma mère se brisa. Mais nous venons d'en parler au dîner. Tu as dit d'accord. J'ai dit d'accord pour écouter votre plan. Je n'ai pas dit que je vous donnerais accès à un compte qui est légalement le mien. Les mains de mon père tremblaient. Cet argent venait de ta grand-mère pour la famille. Je me dirigeai vers le placard à manteau. J'en sortis le dossier bleu marine que j'y avais placé cet après-midi-là. Je le posai sur la table de la salle à manger. Non, papa. Il venait de Mamie Dorothy pour mes études. Voudrais-tu voir les documents? Je l'ouvris. Lettre de don. Le 3 novembre 2001. Authentifié par notaire. Moi, Dorothy Hamilton, par la présente, fais don de la somme de 55 000 $ à ma petite-fille, Suzanne Marie Francis, à détenir en fiducie de tutelle en vertu de la loi du Connecticut sur les transferts uniformes aux mineurs. Ce don est irrévocable et est destiné uniquement aux dépenses d'études supérieures de Suzanne. Dès l'âge de 21 ans atteint, le contrôle total sera transféré à Suzanne. Impression du statut du Connecticut. Section 45. A-558C surligné. Dès que le mineur atteint l'âge de 21 ans, le tuteur doit transférer tous les biens sous tutelle au mineur. Il doit transférer, et non pas peut transférer. Confirmation de Fidelity. Le 22 août 2017. Mon père fixait les documents. Ma mère murmura « Tu as planifié cela. » J'avais préparé une possibilité. Vous en avez fait une réalité. Mais je ne leur avais pas tout dit cette nuit-là. Je ne leur avais pas parlé du courriel que j'avais trouvé. Celui que mon père avait envoyé à Fidelity en 2012 pour demander s'ils pouvaient utiliser mon compte pour des urgences familiales. Je ne leur avais pas dit que je savais pour les 13 850 $. Pas encore. Permettez-moi de vous ramener en arrière. Car ce n'était pas la première fois. 8 ans. La leçon de piano. J'avais 8 ans lorsque j'ai remarqué le schéma pour la première fois. C'était un samedi matin, septembre 2002. Amanda voulait des leçons de piano. Ma mère était à la table de la cuisine, les pages jaunes ouvertes à la section des cours de musique. 120 $ par mois pour des leçons hebdomadaires. Amanda les a eues. La semaine suivante, j'ai demandé un cours d'art au centre communautaire.
$85 par mois. Ma mère a souri. Peut-être l'année prochaine, ma chérie. Nous venons de nous engager pour le piano d'Amanda. Mais c'est moins cher. Amanda a besoin de plus de soutien, ma puce. Tu te débrouilles très bien toute seule. J'avais 8 ans. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, mais je m'en suis souvenue. 9 ans. L'accident de voiture. J'avais 9 ans. Je portais mon pyjama rose à cœur préféré, assise sur la 3e marche, car c'était l'endroit où les voix portaient le plus clairement sans que l'on me voie. Il était tard, bien après mon heure de coucher. Amanda avait eu un accident de voiture cet après-midi-là, en envoyant des SMS au volant. La voiture était irrécupérable. J'ai d'abord entendu ma mère. La franchise est de $6 200. Vincent, nous n'avons pas cette somme de disponible en ce moment. Mon père. Et le compte de tutelle de Suzanne? Dorothy y a mis $55 000. C'est pour ses études, mais c'est temporaire. Nous le rembourserons. Ma mère a hésité. C'est pour le transport à l'école. Nous pouvons le justifier ainsi. Silence. Puis, d'accord, appelle Fidelity demain. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Amanda a eu des crêpes avec un supplément de sirop. J'ai eu des céréales. Personne n'a mentionné la voiture. Personne n'a mentionné l'argent. Mais je m'en suis souvenue. Je m'en suis toujours souvenue. C'était la première fois que je sentais quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, comme si j'étais le plan de secours. 14 ans. L'abandon de l'université du Connecticut. À l'automne 2010, Amanda a commencé l'université du Connecticut. Les frais de scolarité pour les résidents de l'État s'élevaient à $12 400 par semestre. Elle a tenu jusqu'en décembre. Pas prête pour l'université. Trop de pression, elle est rentrée à la maison pour les vacances d'hiver et n'y est jamais retournée. $18 600 pour un semestre. Elle n'a pas terminé. Je me souviens du message de groupe familial ce décembre-là. Amanda a écrit « Je rentre à la maison pour les vacances et je pense que je vais prendre un peu de temps. L'université n'est pas pour moi en ce moment. » Ma mère « C'est d'accord, ma chérie. Tu peux trouver tes marques à la maison. » Mon père « Il n'y a aucune honte à faire une pause. » Personne n'a mentionné l'argent. Personne n'a dit que $18 600 importait. Mais j'avais 14 ans, assise à mon bureau, à faire mes devoirs d'algèbre, et j'ai pensé, c'est 3 ans de mes manuels scolaires, ou une voiture d'occasion, ou tous mes frais de dossier pour l'université. Amanda est retournée dans son ancienne chambre, a trouvé un emploi dans le commerce de détail à $11 de l'heure et vivait sans payer de loyer. Elle n'est jamais retournée à l'école. 16 ans. L'acompte du mariage. Juin 2012. Amanda s'est fiancée à Brian, un représentant commercial de 28 ans. Le mariage était prévu pour septembre 2013. Le lieu de réception, le Waterview à Monroe, exigeait un acompte de $8 500. Mon père l'a payé à partir du fonds d'urgence familial, un compte joint ouvert en 2008. 4 personnes y avaient accès. Mon père, ma mère, moi et Amanda. Il était censé servir aux urgences. J'ai vu l'alerte de retrait sur mon téléphone. J'avais 16 ans, j'étudiais pour les SAT à la bibliothèque. Ce soir-là, au dîner, j'ai demandé avec prudence. « Maman, le fonds d'urgence n'est-il pas destiné aux vraies urgences ?» Elle a eu l'air surprise. Elle avait remarqué « C'est une urgence, ma chérie. Les lieux de réception sont réservés 1 an à l'avance. Nous devions garantir la date, mais c'est $8 500. C'est le mariage de ta sœur, c'est important. » La semaine suivante, j'ai posé des questions sur les cours de préparation au SAT, $400 pour un cours de 6 semaines. Tu peux utiliser Khan Academy gratuitement, ma puce. Le mariage d'Amanda, $8 500. Urgence. Ma préparation au SAT, $400. Pas important. En avril 2013, Brian a trompé Amanda avec une collègue. Amanda a annulé le mariage. Le lieu de réception a conservé l'acompte, non remboursable, après 12 mois.
8 500 dollars perdus. En mai, j'étudiais pour mes examens finaux. J'ai demandé à ma mère au petit déjeuner: penses-tu que nous pourrions récupérer l'acompte du lieu de réception? Peut-être pourrions-nous l'utiliser pour des visites d'université? Mon père a explosé. C'était la première fois qu'il me criait dessus. Ta sœur vient d'avoir le cœur brisé. Le mariage est annulé et tu t'inquiètes pour l'argent. Je me suis reculée. Je ne voulais pas dire: la famille reste unie, Suzanne. Ou cela ne signifie-t-il rien pour toi? J'ai dit que j'étais désolée. J'ai dit que je demandais juste. Mais cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai commencé quelque chose de nouveau. J'ai ouvert un document Google, l'ai intitulé Décision financière familiale 2001 à 2015. J'ai commencé à prendre des captures d'écran, des relevés bancaires quand ils arrivaient, des courriels concernant les comptes, des alertes de transactions. Je ne savais pas encore pourquoi. Je savais juste que j'avais besoin de preuves de quelque chose que je ne pouvais pas exprimer. Yale. Les années d'autofinancement. J'ai été acceptée à Yale en 2013. Une bourse complète couvrait 32 000 dollars. Le programme Travail-études, 6 000 dollars. Cela laissait un écart de 10 000 dollars par an pour le logement, la nourriture, les frais et les livres. J'ai envoyé un courriel à mes parents en avril. J'ai été acceptée à Yale. Le dossier complet d'aide financière est joint. Nous devrions couvrir environ 10 000 dollars par an. Mon père répondit: Félicitations, c'est merveilleux. Nous sommes si fiers. Je lui répondis: Pouvons-nous parler des 10 000 dollars? Je peux travailler pendant les étés. Mais il dit: Parlons-en quand tu seras à la maison pour les vacances. Nous n'en avons jamais discuté. J'ai cumulé 3 emplois à Yale: assistante de bibliothèque, tutrice, assistante de recherche, et j'ai fait des stages d'été. 8 000 à 11 000 dollars chaque année. J'ai couvert moi-même cet écart de 40 000 dollars pendant les 4 années. Mes parents n'ont rien contribué. Pendant ce temps, Amanda vivait à la maison, sans loyer. Il payait son assurance automobile, sa facture de téléphone, son assurance maladie. En 2014, après ma 2e année, ma mère dit: Tu vois, Suzy, tu n'avais pas besoin de ce fonds d'études après tout. Tu te débrouilles très bien. Je travaillais 25 heures par semaine en plus d'une charge de cours complète. Mais elle avait raison. J'allais bien parce que je n'avais pas le choix. En dernière année, j'avais déjà commencé le document Google Décision financière familiale. Une nuit, j'ai vérifié les retraits par rapport à la publication 97 de l'IRS. Ah, l'édition 2016. Mais les règles étaient les mêmes. Chaque note qu'ils utilisaient, bénéficiaires, transport, frais médicaux, matériel éducatif, était techniquement une distribution imposable si ce n'était pas pour mon bénéfice direct. Pénalité allant jusqu'à 10% plus les arriérés d'impôts. J'ai imprimé cette page aussi, les surligner et les classer au fond du dossier. Je ne l'ai jamais montré à personne. Pas encore. Mais je savais que s'il me poussait à bout, j'avais l'option nucléaire. Alors, quand ma mère m'a envoyé un message le 18 juillet 2017, 4 semaines avant mon 21e anniversaire, et a dit: Cet argent est pour la famille. Nous nous soutenons tous mutuellement. Je savais ce qui allait arriver. C'est à ce moment-là que j'ai appelé Thomas Weller, l'avocat de ma grand-mère. Le 18 août 2017, j'étais assise dans la salle de conférence de Thomas Weller à Stamford. L'air sentait le vieux papier et le café. Il avait 64 ans, les cheveux blancs, soigneusement peignés, des lunettes posées sur le nez. Le même avocat qui avait rédigé la lettre de donation de ma grand-mère en 2001. Il se souvenait de moi. Suzanne Francis, la petite fille aux funérailles de Dorothy. Tu avais 5 ans. J'ai hoché la tête. J'ai besoin de connaître mes droits. Mon père peut-il bloquer le transfert une fois que j'aurai 21 ans? Il a sorti le dossier, épais, avec des onglets, étiqueté Hamilton Francis U.T.M. A 201. Il a lu la lettre de donation à voix haute, d'une voix posée. En atteignant l'âge de 21 ans, le contrôle total sera transféré à Suzanne. Sera
est un langage impératif en vertu de la section 45 A558C de la loi du Connecticut. Aucune discrétion pour le dépositaire. J'ai posé la question difficile. Et s'il essaie de retirer de l'argent après mon anniversaire, mais avant que le transfert ne soit traité? Thomas se pencha en avant. Ce serait non autorisé. Techniquement, une conversion de propriété, mais la prévention est préférable. Déposez vous-même la demande de transfert sur le portail Fidelity le jour de vos 21 ans. Mettez d'abord à jour vos coordonnées, email, téléphone, adresse, afin que les notifications vous parviennent, et non à lui. J'avais déjà fait cela le 15 août, le jour de mon anniversaire. J'avais tout changé pour mon appartement de Manhattan. Il sourit faiblement. Vous êtes méticuleuse. Dorothy serait fière. Je suis partie avec une copie du statut surligné en jaune et un nœud à l'estomac qui ressemblait à de la détermination. Le 22 août, j'ai soumis la demande de transfert à Fidelity. 5 jours ouvrables plus tard, Fidelity a envoyé un email. Transfert effectué, compte converti en titulaire de courtage individuel, Suzanne M. Francis. J'ai fixé la confirmation pendant 1 minute entière. 92 315 $ et 83 cents. À moi, légalement intouchable. J'ai mis en place la forteresse de sécurité cette nuit-là. Mot de passe de 12 caractères avec des symboles. Authentification à 2 facteurs uniquement sur mon téléphone. Appareil de confiance limité à mon ordinateur portable et mon portable. Question de sécurité. Premières funérailles auxquelles j'ai assisté. Réponse. Celle de grand-mère Dorothy en 2001. Quelque chose qu'il ne devinerait jamais. Alerte par email pour chaque tentative de connexion. Si quelqu'un essayait, même lui, cela déclencherait une notification immédiate. Et le 24 septembre 2017, ils l'ont fait. Après cette nuit-là, je ne suis pas rentrée chez moi pendant 2 mois. Je me suis plongée dans ma première année de droit. Contrat avec le professeur Stein, délit avec le professeur Rivera, procédure civile, droit de la propriété, 80 à 100 pages de lecture chaque soir. J'ai rejoint la clinique de droit de la famille de la professeure Rebecca Nolan. Elle est devenue le mentor dont j'avais besoin, celle qui me voyait clairement quand ma propre famille ne le faisait pas. J'ai formé un groupe d'études. Michael, Sophie, Jordan. Nous avions tous des histoires familiales compliquées. Nous nous comprenions. Une nuit de novembre, je leur ai dit « Ma famille voulait que j'abandonne mon fonds d'études pour le bébé de ma sœur. » Michael a demandé « L'as-tu fait ?»« Non. Et maintenant, nous ne nous parlons plus vraiment. » Sophie a dit « Tant mieux pour toi. » Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression d'appartenir à quelque part. Mais en janvier 2018, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des semaines. J'ai demandé mon historique complet des transactions à Fidelity, remontant jusqu'en 2001. Le dossier est arrivé le 18 janvier, 58 pages. J'ai imprimé chacune d'elles. Mon studio à Harlem était minuscule, de 300 pieds carrés, avec une seule fenêtre, donnant sur une gaine d'aération. Le néon au plafond bourdonnait comme une mouche piégée. J'ai dégagé le sol, étalé les 58 pages en grille, page par page. Le dépôt initial, 92 000 $, le 3 novembre 2001. Une croissance sur 16 ans, solide, mais pas spectaculaire. Une moyenne de 3,8% par an après frais. Puis, les retraits. Je connaissais déjà le retrait de 6 200 $ en 2005. Mais il y en avait 2 autres que je n'avais jamais vus. Le 3 mars 2009, 2 850 $. Mention. Frais médicaux du bénéficiaire. J'avais 14 ans cette année-là. Pas de soins dentaires, pas de visite chez le médecin, rien. Le 9 juillet 2012, 4 800 $. Mention. Matériel éducatif. Bénéficiaire. C'était l'été avant ma dernière année de lycée. J'achetais des manuels d'occasion pour un total de 300 $. La mention était un mensonge. Chacune d'elles. Puis la page 34, la chaîne d'email de Vincent Francis à Fidelity. Soutien UTMA,
le 28 juin 2012. Puis-je retirer de l'UTMA pour des dépenses familiales? Le bénéficiaire bénéficierait indirectement de la stabilité familiale. La réponse de Fidelity le lendemain: les administrateurs ne peuvent utiliser les fonds que pour le bénéfice direct du bénéficiaire. Éducation, santé, entretien, soutien. Un bénéfice indirect découlant d'une urgence familiale n'est pas admissible. Veuillez consulter un avocat. Mon père comprit. Merci. 10 jours plus tard. Le retrait de 4 800 $. Quoi qu'il en soit, je l'ai lu 3 fois à voix haute, la voix tremblante dans la pièce vide. Il savait. Il avait demandé si c'était autorisé. Ils avaient dit non. Il l'avait fait quand même. Il l'avait enregistré comme étant pour mon matériel éducatif. Je sentis une chaleur monter dans ma poitrine. Non pas le coup de chaud de la colère, mais quelque chose de plus froid, de plus clair. Une clarté. Ce n'était pas une erreur isolée. C'était un schéma d'abus. Ils avaient d'abord épuisé le compte 529 d'Amanda, le faisant passer de 50 000 $ à 3 180 $. Quand le sien fut à sec, ils se tournèrent vers le mien. J'étais le deuxième compte, la roue de secours, celle dont on pouvait se débarrasser. J'ai empilé les pages soigneusement, pris des photos de chaque retrait, de chaque mention, de chaque email. Je les ai sauvegardées sur un disque chiffré. Puis je me suis assise par terre, le dos contre le mur, et j'ai laissé les larmes venir. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de colère, de soulagement, car maintenant j'avais des preuves, pas seulement des sentiments, des reçus. J'ai imaginé ma mère lisant un jour ces 58 pages. Pleurerait-elle comme j'avais pleuré dans la voiture après avoir tenu Emma? Comprendrait-elle enfin que chaque crêpe qu'elle donnait à Amanda pendant que je mangeais des céréales était une brique de plus dans le mur qui m'avait forcé à construire ma propre maison? Comprendrait-elle qu'être assez forte ne signifie pas qu'on ne mérite pas d'aide? Ou dirait-elle simplement que j'étais de nouveau difficile? Le 15 février 2018, Emma Rose Francis est née. Elle pesait 7 livres et 3 onces. Ma mère envoya un SMS à 11h43. Elle est là, en pleine santé. Magnifique. Peux-tu venir? J'étais en cours de droit de la propriété, au milieu d'une conférence sur la prescription acquisitive. Je fixais l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Je répondis à 14h15. Félicitations. Cours jusqu'à 17h. J'essaierai samedi. Ce week-end, Suzy, le premier jour est spécial. J'ai un partiel de droit des délits lundi. Samedi après-midi, Stamford Hospital, chambre 412. Amanda semblait épuisée, les cheveux en chignon désordonnés, les yeux gonflés par les hormones et les larmes. Emma dans le berceau, de minuscules poings, une bouche parfaite en boutons de rose. Mes parents étaient là, très attentifs. Jason était au travail. Nous savions tous que c'était un mensonge. J'avais apporté des vêtements de bébé, des grenouillères en coton doux pour 85 $ de chez Target. Ma mère, n'est-elle pas magnifique? Elle est parfaite. J'ai demandé à la tenir. Ils l'ont placée dans mes bras. Elle ne pesait presque rien. Ses yeux gris-bleus s'ouvrirent une seconde, sans mise au point, puis se refermèrent. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère envers Amanda, pas de ressentiment, mais de la protection. Je lui ai murmuré si doucement que personne d'autre ne l'a entendu. Tu n'auras jamais à gagner l'amour en étant commode, je te le promets. Je l'ai tenu 4 minutes, puis je l'ai rendu. J'ai besoin d'étudier. Sur le chemin du retour vers Manhattan, des flocons de neige fouettaient le pare-brise. Je me suis arrêtée sur une aire de repos de lit 95, le moteur tournant, le chauffage à fond, et j'ai pleuré pour Emma. Pour la petite fille que j'avais été, qui n'avait jamais été tenue de cette manière. Pour la famille, qui ne me voyait toujours pas. En mars, Jason disparut. Il laissa Amanda seule avec un bébé de 3 semaines. Ma mère appela. Laissa un message vocal. « Amanda a besoin de sa famille en ce moment. Pourrais-tu au moins l'appeler »
J'ai envoyé un SMS à Amanda. Je suis désolée pour Jason. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit de pratique. Elle répondit 2 jours plus tard. Je pensais que tu comprendrais. Je me suis trompée, je suppose. En juin, mes parents contractèrent un prêt de 35 000 dollars, avec un intérêt de 8,3%, soit 714 dollars par mois, pendant 5 ans. Ma mère envoya un SMS. Si tu pouvais aider, nous sommes à bout. Je répondis. Je travaille 2 emplois pour payer mon loyer, maman. Je suis à bout aussi. Ce n'était pas entièrement vrai. J'avais de l'argent, mais c'était mon argent. En décembre, Amanda était rentrée à la maison. Mes parents, tous deux au début de la soixantaine, élevaient Emma pendant qu'Amanda cherchait du travail. Je suis rentrée pour Noël. Un jour, je suis restée à l'hôtel. Le dîner dura 1 h et 18 minutes. Mon père semblait avoir 5 ans de plus. Ma mère servit du jambon au lieu d'un rôti, moins cher. Tout au long de 2019, je suis rentrée à la maison 3 fois au total. Pâques, Thanksgiving, Noël, chaque visite plus courte que la précédente. En décembre 2019, ma mère appela. « Je veux juste retrouver ma fille. »« Je suis là, maman. »« Non, tu ne l'es pas. Tu es ailleurs. » Je marquai une pause. Peut-être était-ce là le problème. Peut-être ne m'avez-vous jamais vraiment connu. Je raccrochais. J'obtins mon diplôme de Columbia Law en mai 2020. La cérémonie fut virtuelle à cause de la pandémie, quand ils prononcèrent mon nom. Docteur en droit, mention cum laude, Suzanne Marie-Francis. Mon groupe d'études explosa de joie sur Zoom. Mes parents m'envoyèrent un SMS. Si fier. Je répondis 6 heures plus tard. Merci. Je passai l'examen du barreau en juillet. Quand les résultats arrivèrent en octobre, je fixai l'écran. Admise, mon père m'envoya un SMS. Je savais que tu y arriverais. Tu y arrives toujours. Tu y arrives toujours. Oui, parce que je n'ai pas le choix. En septembre 2020, je commençais à la Legal Aid Society of New York, division du droit de la famille, pour 58 000 dollars par an. Ma première affaire importante arriva en novembre. Isabella Rodriguez, 22 ans. Ses parents tentaient de lui prendre son héritage de 80 000 dollars, laissé par son oncle. Leur argument ? Urgence familiale. Je me tins au tribunal et dis « Votre honneur, le testament des défunts désigne Isabella Rodriguez comme unique bénéficiaire. L'héritage est sa propriété en vertu de la loi. » Et l'avocat adverse déclara « Il s'agit de valeurs familiales. Elle fait preuve d'égoïsme. » Je regardai le juge. « Il s'agit de documents légaux, votre honneur. Le testament dit ce qu'il dit. » Nous avons gagné. Après l'audience, Isabella me serra dans ses bras en pleurs. « Je pensais être égoïste, dit-elle. Je la regardais. « Tu n'es pas égoïste. Tu protèges ce qui t'appartient. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. » Au cours des 3 années suivantes, je traitais 38 affaires. J'en gagnais 35. Chacune d'elles me touchait personnellement. En 2023, je fus promue avocate principale, avec un salaire de 74 000 dollars par an et un bureau avec fenêtre. J'encadrais la lettre de donation de ma grand-mère et l'accrochais au mur derrière mon bureau. Quand les clients doutaient d'eux-mêmes, je la leur montrais. Les dons sont des dons, pas des prêts. Vous ne devez votre avenir à personne. En octobre 2025, le Connecticut Law Tribune publia un article intitulé « Étoile montante du droit de la famille ». J'étais sur la liste. L'article disait « L'avocate Francis a bâti sa pratique sur un principe simple. Les documents légaux disent ce qu'ils disent. » Avec un taux de réussite de 92%, Maître Francis a protégé plus de 4 millions de dollars d'actifs pour des clients dont les familles tentèrent de réclamer de l'argent qui ne leur appartenait pas légalement. L'article fut partagé 12 600 fois. Le 10 décembre 2025, ma mère appela. Sa voix tremblait. « J'ai vu l'article sur toi.
qui protège les gens dont les familles essaient de prendre l'argent. Elle marqua une pause. Pouvons-nous parler en personne? Pourquoi maintenant? Parce que j'ai lu ce que tu as écrit sur les familles qui instrumentalisent l'amour. Et je crois que je comprends maintenant ce que nous t'avons fait. Au Blue Moon Café, à une table d'angle. 3 cafés attendaient déjà. Mon latte moyen était encore chaud. Il se souvenait. Mon père semblait plus petit que dans mes souvenirs, plus grisonnant. Les mains de ma mère tremblaient autour de sa tasse. Nous avons lu l'article, commença-t-il. Étoile montante, 92% de réussite, 4 millions protégés. Oui, dit ma mère. Tu aides des gens dont les familles essaient de prendre l'argent, comme nous avons essayé de prendre le tien. Les mots restèrent suspendus dans l'air. C'était la première fois que l'un d'eux le disait à voix haute en 8 ans. Mon père s'éclaircit la gorge. Nous ne savions pas que cela te blesserait autant. Nous pensions que tu étais assez forte, que tu comprendrais. Je laissais le silence s'étirer. J'étais assez forte, papa. C'est ça le problème. J'étais assez forte pour voir exactement ce que vous faisiez. Assez forte pour changer le mot de passe 5 semaines avant que vous ne le demandiez. Assez forte pour imprimer le statut et la lettre de donation et apporter le dossier au dîner. Assez forte pour partir et construire une vie sans attendre votre approbation. Ma mère commença à pleurer doucement. Nous étions désespérés. Amanda était enceinte. Jason avait perdu son emploi. Nous n'avions plus d'économies. Vous aviez des économies. Vous les avez dépensées pour la voiture d'Amanda en 2005, son demi-semestre à Yukon, son acompte de mariage en 2012. Puis vous êtes venu chercher les miennes. Mon père se déplaça sur sa chaise. C'était pour la stabilité familiale. Tu en as bénéficié indirectement. Je sortis mon téléphone, ouvris la photo de la chaîne d'email de 2012 et tournai l'écran vers lui. Fidelity vous a dit que le bénéfice indirect ne qualifiait pas. Vous avez dit comprendre, puis vous avez retiré l'argent quand même. Il fixa l'écran, le visage pâle. Ma mère, nous pensions le rembourser un jour. Vous ne l'avez jamais fait. 13 850 $ marqués comme mes dépenses. Je n'en ai jamais vu un centime. Silence. Soudain, la porte du café s'ouvrit. L'air froid de décembre s'engouffra. Amanda entra, Emma sur la hanche. Emma avait 7 ans maintenant, avec des tresses, un manteau d'hiver orné de flocons de neige. Elle semblait fatiguée mais déterminée. « J'ai lu l'article aussi, Suzy, dit-elle. Elle s'assit à notre table sans demander. Emma resta silencieuse, sentant la tension. Je n'ai jamais su pour les 13 000. Pas avant hier, quand maman me l'a dit. Sa voix se brisa. Je pensais que c'était juste le grand fond. Je ne savais pas que papa avait... Je suis tellement désolée. Je la regardais vraiment. Elle aussi avait vieilli. Des rides autour des yeux, des mains rugueuses à force de travailler. Tu n'as pas posé de questions parce que tu ne voulais pas la réponse, Amanda. Elle tressaillit. Tu as raison. Mon père l'interrompit, d'une voix basse mais tranchante. C'est une affaire de famille. Si tu continues à rendre cela public, Suzanne, nous pourrions devoir faire appel à des avocats. Calomnie, diffamation. Je souris calmement. Allez-y, papa. Je sortis mon téléphone à nouveau, ouvris un autre document. Publication 970 de l'IRS, section 5, surligné. Tout retrait d'un compte de garde qui n'est pas au bénéfice direct du bénéficiaire désigné est un événement imposable. Le dépositaire est redevable de pénalités correspondant à 10% du montant retiré, plus les intérêts rétroactifs depuis l'année du retrait. Je fis le calcul à voix haute. En 2005, 6 200 $, une pénalité de 620 $, plus les intérêts composés sur 18 ans. En 2009, 2 850 $, une pénalité de 285 $, plus 13 ans d'intérêt. En 2012, 4 800 $, une pénalité de 480 $, plus les intérêts. Je le regardais. Une estimation totale prudente s'élevait à plus de 4 000 $ en pénalité de l'IRS.
plus les impôts rétroactifs s'ils auditaient les mémos que vous aviez déposés. Je lui montrai le calcul. Il pâlit, devint complètement livide. Amanda murmura « Papa, tu pourrais être audité. » Ma mère porta la main à sa bouche. Pour la première fois en 8 ans, la table devint complètement silencieuse. La vérité n'était plus seulement dans mon dossier. Elle flottait dans l'air, devant Amanda, devant Emma. Mon père reprit « S'il y a quelque chose que nous puissions faire financièrement maintenant ?» Je le coupai. « Je n'ai pas besoin de votre argent. Je gagne 74 000 $ par an. Je suis propriétaire de mon appartement. J'ai des économies. Je vais bien. » Ma mère demanda « Alors, de quoi as-tu besoin de nous ?» D'honnêteté, c'est tout. Et du droit de décider de l'avenir de notre relation. Pas vous. Elle tendit la main vers la mienne. Je ne la retirai pas, mais je ne serrai pas non plus. Emma leva les yeux vers moi, les yeux grands ouverts. « Tu es tante Suzy ?» Maman m'a montré ta photo. Je m'adoucissais juste pour elle. « Oui, ma puce, je suis tante Suzy. »« Maman dit que tu es avocate. »« C'est chouette. »« Merci, Emma. » Je me tournai vers Amanda. « J'enverrai des cartes d'anniversaire. Peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble un jour, juste nous, toi et Emma. » Amanda hocha la tête, pleurant à présent. « J'aimerais ça. » Mon père tenta une dernière fois. Nous pensions protéger la famille. « Vous avez protégé Amanda. Vous m'avez sacrifié. Ce n'est pas la même chose. » Ma mère murmura. « Je suis tellement désolée, Suzanne. Nous t'avons déçue. » Je les regardais tous les deux. « Je sais. Et j'ai survécu quand même. » Je me levai. Emma me fit un signe de la main. « Au revoir, tante Suzy. » Je lui rendis son signe. « Au revoir, Emma. Sois sage. » Je sortis dans le froid de décembre. Pas d'étreinte avec mes parents, pas de larmes, juste un sentiment de légèreté. Les gens me demandent si je leur ai pardonné un jour. C'est la mauvaise question. Le pardon implique que j'attendais qu'ils le méritent. Je n'attendais pas. Je construisais. Je construisais une vie où leur approbation n'avait pas d'importance. Je construisais une carrière en aidant les autres à se protéger des personnes censées les aimer le plus. Je construisais des limites qui ne pouvaient être effacées par la culpabilité. Ils pensaient que réaffecter mon avenir était une décision familiale. Ce n'était pas le cas. C'était un vol. Un vol légal enveloppé d'amour, justifié par l'urgence, mais un vol néanmoins. Ma grand-mère avait laissé cet argent pour mon éducation. Je l'utilisais exactement comme elle l'avait voulu. Je suis diplômée sans dette. J'ai bâti une carrière. Et maintenant, j'aide d'autres filles et fils à faire de même. Chaque affaire que je gagne est la preuve que les limites ne sont pas de la cruauté, mais de la survie. Être la personne responsable ne vous rend pas jetable. Cela vous rend puissant. Si vous connaissez vos droits, si vous documentez tout, si vous êtes prêt à rester seul quand tout le monde vous dit de vous sacrifier, je n'ai pas brisé ma famille. J'ai cessé de les laisser me briser. La lettre sur mon mur, celle que ma grand-mère avait signée il y a 24 ans, ne protège pas seulement mes clients, elle m'a protégée moi aussi. Et elle le fait encore parce qu'elle m'a vue. Elle m'a valorisée. Elle l'a écrit noir sur blanc. Et aucune urgence, aucune culpabilité, aucun amour instrumentalisé n'aurait pu effacer ce qui était écrit. Après ce café, je retrouvai mon amie psychologue pour prendre un verre. Elle me dit quelque chose qui me marqua. La plupart des parents, comme les tiens, ne sont pas mauvais, Suzanne. Ils ne font que répéter des schémas générationnels, mais la loi te donne le stylo pour réécrire le tien. Je rentrai chez moi ce soir-là et accrochai la lettre de grand-mère Dorothy plus haut sur le mur de mon bureau. À côté, j'épinglais l'avis de l'IRS. Je n'envoyais jamais celui qui calculait leur exposition aux pénalités. Un rappel, non pas de vengeance, mais de clarté. Et c'est exactement pourquoi je fais la deuxième partie. Je vais vous montrer le modèle exact de 9 pages que j'utilise avec chaque client. Comment demander l'historique complet des transactions depuis la création du compte? Comment identifier la fraude au mémo et la signaler pour examen par l'IRS en vertu de la publication 97? Oh,
Comment rédiger la lettre de mise en demeure qui fait reculer les administrateurs en 48 heures sans litige? Plus de 4 millions de dollars protégés grâce à ce processus exact. J'ai toujours ce dossier bleu marine de 2 pouces d'épaisseur. Il est dans mon bureau maintenant, à côté de la lettre de don, encadrée. Quand un nouveau client s'assied en face de moi, généralement une fille, parfois un fils, et dit « Peut-être que je suis égoïste », je pointe le cadre. Vous voyez ça? Votre grand-mère, ou votre oncle, ou votre parent l'a écrit noir sur blanc. C'est la loi. Pas la culpabilité, pas l'urgence, pas l'amour instrumentalisé. Ils hochent la tête. Ils gagnent. Et chaque fois, je me souviens de la nuit où j'ai verrouillé ma porte et changé le mot de passe. Ce fut la nuit où je me suis choisie. Et je ne l'ai jamais regretté. Je m'appelle Suzanne Francis. J'ai 29 ans. J'ai bâti ma vie sur des fondations qu'ils n'ont pas pu m'enlever, parce que je ne les ai pas laissés faire. Si vous souhaitez découvrir la deuxième partie, où je vous présenterai le modèle exact de dossier juridique, les éléments déclencheurs d'un contrôle de l'IRS et la lettre de mise en demeure qui a protégé plus de 4 millions de dollars pour mes clients, abonnez-vous dès maintenant. Si l'on vous a déjà dit qu'être capable signifie que vous ne méritez pas d'aide, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre avenir n'est pas un bien familial. Votre autonomie n'est pas négociable et vous choisir n'est pas égoïste. C'est la chose la plus américaine que vous puissiez faire. Si vous désirez le modèle complet épinglé, laissez un commentaire avec dossier juridique. Je mettrai le lien vers le PDF téléchargeable dans les commentaires. Abonnez-vous pour la deuxième partie, le dossier qui résout toute urgence familiale. Ici Suzanne Francis, et je viens de vous expliquer comment j'ai utilisé la loi et l'IRS pour me protéger des personnes qui étaient censées me protéger. Les reçus ne mentent pas, et la loi non plus. Rendez-vous dans la deuxième partie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire, ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.